Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Kiosque. Nous allons ensemble parcourir l'actualité internationale de la semaine avec les éditorialistes et correspondants de la presse mondiale actuellement en poste à Paris. Une actualité naturellement largement marquée par la mort d'Oussama Ben Laden, les suites de la lutte contre le terrorisme et donc les réactions internationales. À la table de Kiosque, aujourd'hui, nous recevons Hanan Arat du mensuel Le Courrier de l'Atlas du Maroc, une revue destinée à la diaspora du Maghreb en Europe et dans le monde. Nous recevons également Hamdam Mostafavi de Courrier International, iranienne. Merci d'être des nôtres pour nous apporter l'éclairage, notamment vu de Téhéran, sur toutes ces affaires. Louis Kemayou, correspondant à Paris du Messager, le quotidien camerounais. Merci également de nous avoir rejoints. Veijou Naravane de The Hindu, le grand quotidien de l'Inde, également sur ce plateau pour commenter toute cette actualité. Nous recevons également Axel Kroos de Transatlantic Magazine, un site en ligne qui naturellement commente l'actualité de l'Amérique et du vieux continent, comme on dit. Et puis Ziad Limam, qui est l'éditorialiste et le directeur d'Afrique Magazine, un autre mensuel très attentif à l'actualité africaine. Grand titre de l'actualité, donc, cette semaine, la mort d'Oussama Ben Laden. Vous avez tout vu dans les différents journaux, notamment ceux de TV5 Monde, l'assaut, ou les quelques images qui ont pu filtrer, et puis, précisément, l'absence d'images. Fallait-il ou non montrer la dépouille d'Oussama Ben Laden? L'Amérique était en guerre contre le terrorisme, en guerre contre Oussama Ben Laden. C'était aussi une guerre des images. Édito Julien Brune. Justice has been done. Donc force est restée, pas nécessairement à la loi, puisque en la matière, tout se discute selon que les États-Unis se considèrent en guerre, comme Bush, ou pas, comme Obama. Mais en tout cas, force est restée à l'Amérique. À sa puissance militaire, bien sûr, mais aussi à la puissance de ses images et de ses mythes, car ce sont eux qui, réellement, dominent le monde. Depuis le mort ou vif de Bush, Dead or alive, oh, we got him d'Obama, tout fut tellement américain dans cette affaire, jusqu'à l'excès. Les Twin Towers elles-mêmes étaient trop américaines, en somme, trop image de la puissance. Leur effondrement inattendu, que Ben Laden lui-même n'avait pas osé espérer, rejoignait quelque chose que l'Amérique connaît trop bien, le film catastrophe hollywoodien. Il propulsa du coup Ben Laden au rang de Wanted numéro 1, encore une image trop familière du western américain, jusqu'au nom de code de la traque de ce nouveau Most Wanted mondial, Geronimo. C'est trop américain, si l'on peut dire. Geronimo K.I.A. Killed in Action. C'est le message qu'aurait donc reçu le président qu'on voit ici, regardant depuis sa command room de Washington des images en direct du commando au Pakistan, images que nous ne verrons sans doute jamais. Mais même ce manque d'images, cette absence du contre-champ, est tellement cinématographique, tellement américain. Dans ce déluge d'images, de clichés même, Obama s'est arrêté juste à temps, juste avant l'image de trop, celle de Ben Laden mort. Il n'a heureusement pas cédé à la détestable mode assez récente qui se répand partout dans le monde et qui consiste à exhiber le corps, mort ou vif, de son ennemi. Une retenue bienvenue, mais qui ne met pas fin à la guerre des images, comme le prouve celle-ci, rendue publique par la Maison-Blanche. Ben Laden vieilli, mais vivant, dans sa cache, en train de contempler quoi? Sa propre image. On pourrait passer l'émission à commenter chacune de ces images depuis cette réunion de crise dans le bureau du président américain jusqu'à cette autre image de Barack Obama, vous l'avez vu dans l'édito de Julien Brune, qui regarde sur un vieil écran de télévision tout seul sa propre image à la télé. La presse mondiale, bien sûr, a traité cette affaire de très nombreuses unes que vous pouvez retrouver sur le site de Kiosque. Hélène Siffel a compilé toutes ces unes, je vous en montre quelques-unes, avec ici par exemple cette presse espagnole de Catalogne. La fin justifie-t-elle les moyens? Irish Examiner en Irlande. Oussama n'était pas armé au moment de l'assaut, contrairement à ce qui avait été affirmé dans un premier temps. Oussama et les images de la discorde, avec cette une recomposée dans la presse brésilienne, Correio Brasiliense. Ici, dans la presse anglophone du Canada, permis de tuer,
puisqu'il semble de plus en plus clair qu'en effet ce commando avait pour mission d'éliminer Barack Obama plus que de le faire prisonnier. Dans la Tageszeitung, presse allemande, ont-ils le droit de faire cela? Interrogation, mais nous le verrons, peu de voix dans le monde se sont élevées pour exprimer un avis contraire. Nous allons aux États-Unis avec ce titre. La capture était-elle une option? Il semble que non. D'autres unes, avec ici Time, hebdomadaire américain. Une qui dit tout, avec la mort de Ben Laden. Donc ici, Ben Laden rayé de la carte en quelque sorte. The Telegraph, la presse indienne, dead or alive. Vous voyez que c'est dead, mort, et puis il n'y a pas d'autre choix. Au fait, dans la presse du Maroc, entre crainte et réjouissance, les craintes, et au Maroc, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps à Marrakech, crainte de récidive d'attentat et puis les réjouissances liées à la mort de Ben Laden. Au Royaume-Uni, The Economist, maintenant, tuer son rêve. Au-delà du terroriste, donc, tuer son rêve. Courrier international nous dit les héritiers de Ben Laden, en passant de Marrakech à Islamabad, l'avenir d'Al-Qaïda. Je vous montre encore ce titre français, La Croix. Ben Laden est mort, pas le terrorisme. Alors, je vous le disais, vous avez donc naturellement vu dans les différents journaux télévisés les images de l'endroit où se cachait Ben Laden, vu également les recompositions qui ont été faites, les images de synthèse pour expliquer l'assaut, et puis les réactions politiques. Tout a été dit autour de cette interrogation. Le terrorisme est-il terrassé? Visiblement pas. Interrogeons-nous tout d'abord sur les suites pour Barack Obama lui-même. Est-ce qu'on peut dire, Axel, que d'une certaine façon, pour Barack Obama, c'est une embellie? Un quotidien français, un hebdomadaire français titré America is back, l'Amérique est de retour. C'est Obama qui est plutôt de retour pour la présidentielle? De retour. Je dirais plutôt que pour Obama, c'est une sorte de renaissance pour lui politiquement. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peine une semaine, Obama était attaqué, critiqué pour être un faible, incompétent, pas fort et surtout pas américain. Ouais. Avec cette affaire qui est très complexe, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais la décision qu'il a pris, la troisième option, ça veut dire d'attaquer, de envoyer tuer, un commando, d'envoyer des commandos et pas un bombardement. Et surtout, ce sont des Pakistanais qui a créé d'autres problèmes avec le Pakistan. Il a quand même montré définitivement qu'il est capable, qu'il est américain et qu'il est là pour protéger les Américains. Et je termine en disant que beaucoup d'Européens et dans d'autres pays ne se rendent pas compte de ce traumatisme qui a continué de jouer un rôle dans l'esprit des Américains. Le traumatisme étant le 11 septembre et la destruction de ces deux tours. D'ailleurs, la plus grande réaction en faveur d'Obama, les gens dans la rue étaient à New York. Avec des USA, on a entendu. USA et des pompiers et tous les traumatismes pour les 3000 morts. Et le reste du pays reste finalement très vigilant en même temps parce que le terrorisme est un problème qui reste entier. Naturellement. Vejun Ravané, vous êtes indienne, on sait que votre pays n'entretient pas les meilleures relations souvent avec le Pakistan. On a accusé le Pakistan, donc, qui hébergeait, en le sachant ou en ne le sachant pas, Barack Obama, d'avoir en quelque sorte fait double jeu. Comment est-ce que vous percevez cette critique qui est faite? Écoutez, l'Inde a toujours dit que le Pakistan est un sanctuaire pour les terroristes et que aussi bien l'armée pakistanaise que l'État pakistanais, que les services secrets pakistanais, qui est un État dans l'État, jouent un rôle absolument capital pour nourrir et entretenir sur le sol pakistanais les groupuscules terroristes de différents genres. Donc pour l'Inde, on savait et on hébergeait Barack Obama. Excusez-moi, je fais le même lapsus qu'un confrère américain. Oussama Ben Laden, excusez-moi. De Hindu, on est en train de publier tous les câbles de Wikileaks à partir de sous-continent indien. Et ce qu'on a publié récemment, il y a 2 jours, c'est absolument étonnant parce que selon ces câbles, le ISI avait dirigé certains Algériens qui étaient dans les camps d'entraînement au Pakistan de commettre les attaques en Inde. Donc, il y a même cette dimension totalement internationale qui comprend aussi bien les Saoudiens, les Algériens, les Français, parce qu'il y a 20 Français aujourd'hui dans les camps d'entraînement au Pakistan. Donc, c'est une politique
de l'État pakistanais. Et pour les Indiens, il n'y a pas de doute. Ce que les Indiens se plaignent, c'est que pour les Occidentaux, et comme Axel a dit que peut-être les Européens n'ont pas compris l'étendue du traumatisme, pour les Indiens, l'Occident en général ne comprend pas l'étendue du traumatisme, y compris les attentats de Bombay qui a pris la vie de 300 personnes. Dans votre pays, on se réjouit de l'élimination de Ben Laden? Pas tellement, mais on se réjouit du fait que vraiment la face double du Pakistan a été révélée pour ce que c'est. Hamdam, du côté de l'Iran, on sait que l'Iran entretient des relations exécrables avec les États-Unis. On regrette la disparition d'un autre ennemi des États-Unis, en l'occurrence Ben Laden? Étrangement, pas tellement, non, parce que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. En fait, ça fait quelques années, surtout depuis que les Américains sont venus en Afghanistan, qu'il y avait des tensions entre Al-Qaïda et l'Iran, entre guillemets, parce qu'ils ne cherchent pas vraiment la même chose. Les Iraniens, même s'ils ils ont un discours apocalyptique, sont quand même assez pragmatiques. Et on a vu en Afghanistan qu'ils ont aidé, dans une certaine mesure, les Américains. Donc, ils s'étaient plutôt contents de se débarrasser de Ben Laden, surtout que Al-Qaïda aide les terroristes à faire des attentats dans le sud-est de l'Iran, au Baloutchistan, donc des terroristes sunnites. Et comme l'Iran chiite, les relations ne sont pas bonnes. Donc, ils étaient plutôt ravis dans ce sens-là, mais ils s'espèrent aussi que maintenant les Américains vont arrêter de faire toute l'histoire du show Ben Laden et vont partir d'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est le pays frontalier avec l'Iran, et qu'enfin ils vont quitter la région. Mais évidemment, c'est... Voilà. Zaid Imam, dans le monde arabo-musulman, y avait-il des pays ou des groupes, au-delà d'Al-Qaïda, qui, au fond, espéraient que Ben Laden ne soit jamais arrêté? Il y a sûrement l'organisation elle-même. Oui, au-delà d'Al-Qaïda. Je ne sais pas, il était déjà mort. On dit qu'il était déjà mort politiquement. C'était la théorie à partir des révolutions arabes, c'est qu'elles n'étaient pas du tout Ben Ladeniennes. Non, c'est vrai. Mais heureusement qu'elles ne l'étaient pas. Et heureusement qu'on a découvert que dans le monde arabe, il y avait au contraire une demande d'universalité, de démocratie, de participer à ce modèle occidental d'une certaine manière. Et ça prouve bien à quel point le Ben Ladenisme est un échec historique patent. C'est-à-dire qu'il n'a pris à aucun moment la forme d'un mouvement intellectuel structuré dans les sociétés. Alors bon, il y a les salafistes qui ne sont pas forcément Ben Ladenistes d'ailleurs, mais qui restent l'extrême droite de la droite islamiste. Mais au fond, Ben Laden est un échec. Et il est mort 2 fois, il est mort cette fois-ci, il est mort pendant les révolutions. Mais si on regarde bien, il est mort depuis le 11 septembre en fait, parce que tout ça n'a rien donné dans la réalité. La deuxième chose, moi, que je trouve importante aux yeux de l'opinion arabo-musulmane, c'est que ça pose le problème de George Bush, cette histoire. On revient à la case départ, c'est-à-dire qu'est-ce que prouve Obama? Qu'une opération de police bien foutue, du renseignement pointu, etc., on finit par avoir l'ennemi numéro 1, qui d'ailleurs vit dans une espèce de drôle de maison, dans une ville de 50 000 habitants. Enfin, il y a tous les mystères de cette histoire. Et George Bush nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il fallait faire la guerre à l'Irak, qu'il fallait faire la guerre à l'Afghanistan, que la guerre contre Ben Laden, c'était la guerre contre les nations terroristes. On a oublié le bilan de tout ça. Et je pense qu'il faut reposer cette question aux Américains. Est-ce que toutes ces guerres valaient tout ce désastre pour en arriver à une solution? Je vous donne la parole un instant, Axel. En effet, on se souvient de la guerre d'Irak et les quelques 4400 militaires américains qui sont morts au combat, plus ces dizaines, ces centaines de milliers d'Irakiens eux-mêmes, une guerre pour rien. Oui, non, attendez, il faut se rappeler que Obama a comme politique de se retirer de l'Irak et de l'Afghanistan. J'entends bien, mais le fait d'y être allé n'a servi à rien. Oui, c'est-à-dire que oui, effectivement. Et ça, c'est un peu le problème. Et tout petit problème. Et l'hypocrisie d'une démocratie, n'est-ce pas? Le problème, c'était d'abord de réaffirmer le rôle qu'il veut jouer comme président. Mais Al-Qaïda n'était pas en Irak au moment où Bush déclare la guerre. Exactement. Non, il a dit pendant la campagne en 2007-2008 qu'il y a des bonnes guerres, des mauvaises guerres. Pour lui, l'Irak était une mauvaise guerre, l'Afghanistan, les bonnes. Mais il a changé. Il a changé l'opinion. Et je crois, d'ailleurs, je termine en disant que je crois que cette affaire va rendre plus, disons, crédible la politique d'Obama de se retirer de l'Afghanistan. Parce que justement, comme disait Vajou, le problème maintenant est aperçu, surtout aux États-Unis et ailleurs, comme un problème qui est en Pakistan et pas en Afghanistan.
Hanan, vu du Maroc, le Maroc vient d'être confronté à une action terroriste qui a beaucoup marqué le pays, à Marrakech, notamment lorsqu'on a découvert que c'était des jeunes Marocains qui s'étaient autoproclamés cellules d'Al-Qaïda. Comment est-ce qu'on a vu, sur les images qu'on a pu percevoir, visiblement il y a des réjouissances, mais comment a-t-on perçu l'élimination de Ben Laden ? Un petit peu comme partout dans le monde arabo-musulman, parce que le fait est que le monde arabe et musulman a aussi été victime de Ben Laden. On se rappelle des attentats en Tunisie en 2002, en Indonésie la même année qui avait fait plus de 200 morts. On se souvient de l'Égypte en 2005. Donc les peuples arabo-musulmans ont souffert aussi du terrorisme et ils ont aussi souffert de l'image désastreuse qu'a donnée de l'islam et des musulmans à travers le monde la figure de Ben Laden. Donc il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui regrette la mort d'Oussama Ben Laden. Le deuxième point, c'est que l'épopée Ben Laden, l'épopée contre les Américains, puisque c'était une véritable épopée, sur 11 septembre. Il faut pas nier qu'il y a eu aussi des scènes de liesse dans certaines capitales arabes au lendemain des attentats du 11 septembre. Mais cette épopée a été remplacée par l'épopée qui est en train aujourd'hui de se jouer dans le monde arabe, à savoir les révoltes contre les tyrans et contre les dictateurs du monde arabe aujourd'hui. Voilà. Et donc on avait un peu le sentiment qu'à défaut de pouvoir s'en prendre à l'ennemi le plus proche, les gens par substitution s'en prenaient à l'ennemi numéro 1 entre guillemets occidental, et notamment les Américains. Donc cette épopée de Ben Laden, elle est aujourd'hui morte, elle est aujourd'hui périmée, elle est aujourd'hui obsolète. C'est une autre épopée qui l'a remplacée. Et puis troisième point qui est quand même très important, c'est que Ben Laden est mort, et ça, personne, je pense, ne le regrette aujourd'hui. En revanche, les circonstances de sa mort ont beaucoup choqué l'opinion arabe. Il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite, qui ont tout de suite eu en mémoire l'image de Saddam Hussein. Il y a quelque chose d'humiliant dans la manière dont le corps de Ben Laden a été jeté à la mer. Alors, le fait que les Américains aient communiqué en disant « nous avons respecté les rites musulmans », dans l'opinion arabe, ça a pu choquer. Parce que est-ce qu'il y avait un imam sur le bateau pour respecter ces rites musulmans ? Non. On dit qu'il a été mis à la mer quelques heures seulement après sa mort pour respecter les rites musulmans. Mais pour beaucoup de musulmans, pour beaucoup de gens dans l'opinion publique arabe, ces termes ont été choquants. Et ça me faisait penser à une phrase qu'Obama avait dite pendant sa campagne. Il a dit « Il faut parfois se résigner à partir en guerre tout en gardant à l'esprit que malgré la justesse de la cause, on participe à l'éternelle folie des hommes. » Et je crois que ce qu'ils ont fait là avec Obama, en termes d'éthique, ils ont perdu des points. Il en a gagné en termes politiques, même si on ne sait pas encore s'il va pouvoir faire fructifier longtemps cet acquis. Les États-Unis sont quand même exsangues aujourd'hui. Ces guerres ont coûté 1282 milliards de dollars aux États-Unis. Donc on ne sait pas combien de temps il va pouvoir fructifier sur cet acquis. Donc en termes politiques, il a peut-être gagné, mais en termes éthiques, il a perdu. Vous nous dites que les conditions de l'inhumation posent problème à une partie de l'opinion publique musulmane. Louis, quelle est la perception de cette affaire dans les principaux pays d'Afrique ? En Afrique, pour être franc, il n'y avait pas cette question du terrorisme qui se posait de la même manière que, par exemple, au Pakistan ou en France. On n'avait pas la même menace. Ou en Grande-Bretagne, ou en Espagne, ou dans... La menace n'était pas la même. Ouais. C'est vrai qu'il y avait quelques mosquées qui commençaient à être construites et dans lesquelles les prêches n'étaient pas toujours très orthodoxes. Mais cela n'amenait pas à faire de ce problème-là, du problème de l'islamisme, une cause nationale contre laquelle il fallait se battre. Du côté du Sahel, par exemple, on l'a vu au Niger et au Mali, la question se posait du fait de la proximité avec le Maghreb. Mais dans le reste de l'Afrique, ce n'était pas une préoccupation première. Les gens en ont souffert quand il s'agissait, par exemple, des conditions d'obtention des visas qui étaient durcies pour tout le monde, y compris pour les Africains qui n'ont pas participé, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Allez-y. La question je pense que ce que disait Anna, l'erreur, c'est d'avoir dit « justice has been done ». Moi, je pense qu'ils auraient dû être très clairs et dire « revenge has been done ». C'est un acte extrajudiciaire classique, mais pas, on a fait justice. Presque un acte de guerre qu'on peut comprendre, mais il ne fallait pas nous dire « justice has been done ». Ceci dit, pour en avoir parlé avec certains de tes je vous rappelle qu'on est sur une chaîne francophone, mon cher Ziad. Américains, il y avait quelque chose de pratiquement impossible dans le procès Ben Laden, et il faut le dire, y compris des détails typiquement américains, puisque comme on avait obtenu de l'information sous la torture d'un certain nombre de ses associés, ça aurait été difficile de plaider un certain nombre de choses. Enfin bref, c'était pratiquement impossible, dans quelle ville, etc. Donc moi, je peux comprendre, mais soyons francs sur les mots. La deuxième chose qui me semble importante, c'est Ben Laden. La mort de Ben Laden, c'est quand même un signal de la faiblesse des échelons les plus élevés d'Al-Qaïda.
Après tout, ce type a été pratiquement vendu, à mon avis, puisqu'il était dans une... On a dû le donner, ou on a dû penser qu'il servait à rien. Mais ça ne change pas la question, du terrorisme islamiste, on l'a vu au Maroc et ailleurs, ça ne change pas la question d'AQMI, et ça ne change pas la question de l'islamisme politique dans les pays arabes. On voit très bien aujourd'hui que des révolutions qui ont été menées par les mouvements les plus civils, les plus modernes, par la jeunesse, par des gens qui voulaient s'identifier au reste du monde, on voit bien que la force qui se structure maintenant en Égypte, qui se structure aussi en Tunisie, etc., c'est les partis islamistes anciens qui se modernisent aussi et qui adaptent leur discours à une situation nouvelle. Donc le débat n'est pas clos. Je voudrais poser 2 questions ou mettre sur la table 2 choses qui sortent maintenant de cette affaire Ben Laden. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire avec le Pakistan ? Comment agir avec le Pakistan ? Les États-Unis ont donné plus que 20 milliards de dollars à cet État pour n'obtenir rien. Tout est lié à... Vous ne savez pas, peut-être que le Pakistan a vendu, entre guillemets, Ben Laden. C'est possible, on ne sait pas, mais de toute manière, les États-Unis n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient ou qu'ils espéraient. Deuxièmement, quelle est cette relation avec le Pakistan et l'Afghanistan? Et comment est-ce que le retrait des troupes, dans quel état ça va laisser l'Afghanistan? Est-ce que l'Afghanistan va redevenir la proie des Pakistanais? Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a qu'une seule nation qui, dans toute cette histoire, est sortie avec un message d'extraordinaire soutien envers le Pakistan, et ça, c'est la Chine. Donc, les Pakistanais savent très bien que si les Américains décident de fermer le robinet, ils ont toujours le coussin chinois qui est derrière, et cet axe sino-pakistanais est quelque chose dont on doit absolument être conscient, qu'on doit garder en tête. C'est-à-dire, si l'Amérique lâche le Pakistan, la Chine est prête, vous nous dites, à revenir rapidement. Ils ont déclaré plusieurs fois. Quel tournant, Axel, dans la politique étrangère américaine après cette affaire? Est-ce qu'on aura une autre politique étrangère? Écoutez, Vajou et moi avons assisté cette semaine à la même conférence de la ministre des Affaires étrangères indienne. Et elle a donné la même réponse qu'on donne à Washington, c'est que finalement la question est, y a-t-il une vraie alternative vis-à-vis de la coopération, etc., d'un allié dont on soupçonne d'être inefficace et d'avoir complètement raté cette affaire de Ben Laden. D'accord. La question, il y a des membres du Congrès américain qui disent oui, effectivement, on peut couper l'aide, on peut mettre la pression, mais la ministre des Affaires étrangères, je parle sous le contrôle de Vajou, si j'ai bien compris, elle a bien dit qu'il n'y a pas de solution, il faut continuer d'engager le Pakistan. Et on ne peut pas rompre. Et c'est exactement la même position. Oui, donc on regarde les alliances. Pour des raisons un peu différentes entre les Anglais et les Américains. Les Américains, leur intérêt, c'est de comment se retirer de l'Afghanistan. Pour les Indiens, la question ne se pose même pas. Le Pakistan est notre voisin le plus près. Oui, mais vous êtes donc, aussi le voisin du Pakistan, donc il faut comprendre que leur stress stratégique, c'est 1 milliard d'Indiens à côté d'eux aussi. Je pense que quand même sur les États-Unis, il y a peut-être une ou deux choses à dire sur le désengagement structurel très obamanesque de la puissance impériale américaine qui se retire de tous ces théâtres de conflit dans lesquels Obama et ceux qui sont autour de lui ont décidé que c'était pas l'intérêt stratégique de l'Amérique d'aller se battre en Afghanistan, en Irak, avec des soldats au sol, etc. La Libye, je me rappelle qu'on avait eu un échange un peu musclé, et on ne voit toujours pas d'Américains en Libye, ou si peu, donc on voit bien quand même quelque chose de très important. Et la deuxième chose, je pense que pour Obama, il y a le front intérieur économique qui est central. Il se rappelle très bien, et vous le savez, qu'un de ses prédécesseurs qui avait gagné la guerre froide, gagné la guerre d'Irak, ratatiné Saddam Hussein, a perdu les élections 1 an après, Bush père. Donc si la situation interne des États-Unis, économique, chômage, dépression généralisée, affrontement avec les républicains, ça ne s'arrange pas dans l'année qui vient, ça ne veut pas encore dire qu'il n'est pas élu d'avance. Adam. Je voulais juste dire exactement ce que vient de dire Ziad, à savoir que les derniers sondages aux États-Unis, on a toujours su que ce n'était pas sur la politique étrangère que se jouaient les élections américaines, mais surtout les derniers sondages montraient que plus de 4 Américains sur 10 estimaient que la présence en Afghanistan n'était plus opportune et qu'aujourd'hui, ils sont moins de 1 Américain sur 10 à avoir soutenu l'intervention en Libye. Donc le fait est que jusqu'à quand la légende de Ben Laden va servir la légende d'Obama, je ne sais pas. De l'autre côté, si on lâche l'Afghanistan à ses propres... c'est là que je rejoins Vajou quand même. On ne peut pas juste aussi quitter ces territoires qu'on a les jours. Il ne faut pas oublier que pour le Pakistan, il y a quelque chose qui n'existe pas pour l'Afghanistan. C'est la bombe
bombe nucléaire. Oui. Et le président de l'Afghanistan, M. Karzai, a dit très clairement on ne peut pas faire confiance sur les Pakistanais, ou est-ce qu'on peut? Il dit non. Est-ce qu'on peut avoir confiance à ce régime à Islamabad pour sauvegarder notre sécurité avec une bombe qui est quand même une chose qui pèse beaucoup plus que le problème en Afghanistan? Un mot d'Annan et ensuite Veijou. Le Pakistan, pour finir, il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on donne au Pakistan comme moyen pour lutter contre la mainmise des mollahs et des terroristes islamistes qui sont présents sur le territoire. Le président actuel a dû, par exemple, s'engager à reconstruire une mosquée qui est quand même un centre intégriste à Islamabad sous la pression des mollahs. Donc qu'est-ce qu'on leur donne comme moyen efficace pour soustraire le pouvoir politique à l'influence de ces dans quelle islamistes? situation est le Pakistan? Veijou. Une question, c'est pour moi, c'est que la clé de tout ce problème, c'est l'éternel différend entre l'Inde et le Pakistan sur le Cachemire. Oui. Pour quelle raison est-ce que le Pakistan insiste qu'on voudrait, c'est ce qu'ils appellent la profondeur stratégique en Afghanistan? Pourquoi veulent-ils le contrôle de l'Afghanistan? Parce qu'ils disent que notre voisin indien étant trop grand, on se sentirait complètement encerclé en cas vous nous parlez, de conflit. Sur fond de terrorisme, effectivement, de cette rivalité historique entre l'Inde et le Pakistan depuis l'indépendance. Et l'armée pakistanaise, puisqu'ils ont perdu plusieurs guerres avec les Indiens, à tout prix, pour eux, c'est l'ennemi, l'Inde, à combattre. Et pour ça, il faut avoir le contrôle de l'Afghanistan. Alors, on va regarder quelques dessins de presse. Ici, voici Kroll qui nous montre Barack Obama, le président, avec son conseiller militaire. On voit bien qu'il est mort, mais on ne voit pas bien que c'est lui. Forcément, elle est à l'envers, cette photo. Et puis, on voit derrière Kroll qui nous a fait Hillary Clinton, qui est un tout petit peu malade, qui a trop regardé le fameux écran. Il y a ce dessin ici de dilemme que je vais vous offrir, Axel. Ben Laden a rejoint son créateur. Et on voit que Ben Laden, il est en train de courir dans les bras de l'oncle Sam, puisque au tournant des années 90, en tout cas c'est l'accusation qui est lancée à l'administration américaine, Ben Laden avait en quelque sorte été créé ou aidé pour complexifier la situation de l'armée rouge. Je vous donne ce dessin. En voici un autre. L'information a fait le tour du monde. Et ici, on ne sait pas si c'est le Mollah Omar, en tout cas un adjoint de Ben Laden qui lui dit « T'as encore été tué ». C'est vrai qu'on l'avait annoncé tant de fois, cette mort de Ben Laden, et voici qu'elle a été confirmée, cette mort, par Al-Qaïda. Et puis, dernier message audio de Ben Laden que nous envoie ici Dilemme. Je ne le commenterai pas, Glouglou, puisqu'on n'en rit pas. On sait qu'il a été jeté dans l'océan. Voilà pour cette affaire de Ben Laden, situation du terrorisme. Nous y reviendrons naturellement. Vous verrez ça dans les journaux de la rédaction de TV5 Monde. Tout de suite, les autres temps forts de l'actualité, c'est la une. Il y a les suites de ce qu'on appelle le printemps arabe. Ici même, la semaine dernière, nous avions regardé un certain nombre de pays où la situation est incertaine. Après ce printemps qui a chassé rapidement les hommes forts de deux pays, on pense à la Tunisie et à l'Égypte. Une situation beaucoup plus incertaine en Libye, où les frappes aériennes se poursuivent, et naturellement en Syrie, où des manifestations ont également eu lieu vendredi dernier. Vous le voyez, des grandes manifestations de protestation avec cette interrogation. Est-ce que Bachar el-Assad, l'homme fort après son père, Hafez al-Assad, va-t-il tomber? Que va-t-il se produire? Les manifestants peuvent-ils l'emporter? Dans plusieurs villes, à Homs par exemple, dans le centre de la Syrie, ou à Banias, il y a eu dans la première ville 16 morts, dans la deuxième 6 tués. Il est très difficile pour les journalistes internationaux de pouvoir naturellement travailler sur place, d'en savoir un peu plus. Quelques-unes autour de ce soulèvement. Voici ici, dans le Miami World, les combats qui s'intensifient en Syrie. L'Orient le jour, un pays proche dans cette région, nous dit le triple avertissement de Bachar el-Assad, qui menace en effet son peuple et les pays voisins. Aux Pays-Bas, on nous parle d'une difficile révolution,
puisqu'elle est actuellement en cours. D'autres unes pourraient également nous ramener sur les difficultés de ce printemps arabe. Interrogation autour de cette table, comment la rue arabe, notamment on peut penser au Maghreb, voit-elle les suites de cette révolution pour le coup incertaine, une forme d'enlisement? Je vous pose la question, Hanan. On est scandalisé par les images qui arrivent de Syrie, qui sont d'une violence inouïe, puisqu'on voit des gens tomber sous des balles, on voit des enfants tomber sous des balles, et ça atteint un degré de violence qui est absolument terrifiant. Alors, on a vu les images en Tunisie, on a vu certaines images aussi en Égypte, mais là, il y a eu vraiment une escalade dans la violence, et on ne comprend pas que la communauté internationale, à l'exception peut-être de Erdogan en Turquie, ne fasse pas plus pression, à part quelques petits propos, attention, on va sévir, attention, on va prendre des sanctions, mais rien de concret jusqu'à maintenant. Bachar el-Assad est vraiment en train de montrer à la face du monde, pas pour les Syriens qui le savaient déjà, qu'il est vraiment l'héritier d'un système qui est un des plus totalitaires au monde. L'héritier de son père, déjà, lui qui avait fait des dizaines de milliers de morts. Absolument. En répression. Et puis un rapport a été publié à Washington l'année dernière par un dissident syrien qui dirige un centre pour les droits de l'homme, qui fait état de tous les disparus et de tous les morts sous le règne de Hafez el-Assad. C'est absolument terrifiant. Et Bachar el-Assad, il y a quelques années, dans une interview, a déclaré Hafez el-Assad dirige depuis sa tombe, assumant pleinement qu'il était le digne héritier de son père. Sur la Turquie, juste un mot, ils ont les moyens de faire pression. Erdogan a dit cette semaine, par exemple, que la plupart des têtes du régime syrien avaient des comptes bancaires en Turquie et qui pouvaient éventuellement les geler. Lui qui s'inquiète de l'impact sur les Kurdes en Syrie et de l'impact que ça pourrait avoir sur les Kurdes en Turquie, il a aussi des cartes en main aujourd'hui pour faire pression. Et l'opinion arabe aujourd'hui ne comprend pas que la communauté internationale, avec lui, ne mette pas fin à ce qui est un bain de sang, un véritable bain de sang. Et condamne aussi, et ce sera mon dernier mot, condamne l'attitude américaine. Parce que quand Mme Clinton a dit, il y a 4 ou 5 semaines de cela, nous n'interviendrons pas en Syrie, au moment même où l'offensive était lancée sur la Libye, ça a beaucoup choqué. Et qu'aujourd'hui, la position reste la même, c'est quelque chose de relativement incompréhensible, puisque c'est comme un blanc-seing donné à Bachar el-Assad. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Le premier non-dit, c'est que l'Occident, d'une manière générale, ne s'est pas mis plus ou moins d'accord sur une situation post-Bachar. Et qu'il n'y a pas de scénario post-Bachar el-Assad aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit très bien que l'appareil d'État syrien, parti armé et entourage du président, ne s'est pas effondré et est prêt à mener une lutte frontale qui durera ce qu'elle durera pour faire prévaloir ses intérêts. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y a des pans de la société syrienne qui sont peut-être anti-Bachar, mais qui ne sont pas pro-sunnites. Donc ça aussi, c'est un équilibre. Si les sunnites devaient prendre le pouvoir et assurer leur majorité, et j'allais dire démographique, il y a un certain nombre de gens qui ne seraient pas d'accord. La troisième chose, c'est que pour la plupart des Syriens, je parle du pouvoir, le contexte intérieur n'est pas aussi important que le contexte extérieur. Ce qui structure le pouvoir en Syrie, c'est le problème Israël, c'est le Liban, c'est l'Iran, c'est la survie de la Syrie dans un environnement extrêmement compliqué. Et donc, je suis désolé de faire preuve d'un peu de cynisme, mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup moins grave que ce qui pourrait se passer avec Israël demain matin. Je parle des gens qui assument le pouvoir. Donc je pense que ça montre bien aussi l'impasse dans laquelle nous on est par rapport à ce genre de situation, et ça montre bien aussi que chaque pays arabe a sa propre dynamique, sa propre dialectique du pouvoir, et que on ne peut pas plaquer toutes les situations les unes avec les autres. Est-ce qu'on peut dire que Bachar el-Assad ne pourra plus sortir de son pays, qu'il est persona non grata pour la communauté internationale, notamment pour les États-Unis? Je crois qu'il est là, on le tolère, malheureusement, parce qu'il faut dire que s'il y a beaucoup de questions posées dans le monde arabe sur le pourquoi de l'affaire, y a-t-il une alternative? La question aussi est posée aux États-Unis et dans d'autres pays. Pourquoi on mène la bataille que nous sommes en train de faire, l'Occident, en Libye, contre Kadhafi, il faut qu'il parte, etc. Avec des frappes aériennes. Avec des frappes aériennes constantes, mais vis-à-vis de la Syrie, il y a presque un silence absolument total. Et la raison, il y a des raisons stratégiques, des raisons politiques, et surtout, c'est les clés pour l'Iran. Et pour le Hezbollah. Et l'Hezbollah. Et encore, c'est pas que je suis là pour défendre Obama sur tous les plans, mais son idée, c'est quand même été, et c'est toujours son idée d'engager l'Iran, éventuellement. Et la clé, c'est effectivement la Syrie. Mais ça n'excuse pas ce qu'il arrive. C'est absolument horrible ce qu'il arrive en Syrie aujourd'hui. Mais certains Syriens, je ferai très très court, ils sont sur un scénario Tiananmen.
C'est-à-dire, ils se disent, regardez Tiananmen, on a dit que les Chinois étaient tombés, foutus, etc. 20 ans après, la Chine, le même pouvoir est là. Et un certain nombre de gens dans le régime syrien réfléchissent sur la logique Tiananmen. Il faut tenir. La Syrie n'a pas la bombe atomique, n'a pas la puissance économique peut-être de la Chine. Alors, regard donc de l'Iran, puisqu'on l'évoque à l'instant, sur cette crise qui est en train peut-être de s'installer, de durer sur un pays en instabilité longue. C'est un scénario déjà, au niveau des manifestations, c'est un scénario complètement à l'iranienne, puisqu'on a vu il y a 2 ans avec les manifestations, la même non-hésitation à réprimer. À tirer sur le peuple et à rester en place. D'ailleurs, c'est pas avéré, mais il est fort probable que le régime iranien donne des techniques de répression au régime syrien. Donc, ensuite, les Iraniens sont un peu embêtés, ils sont très embêtés, puisque si la Syrie tombe, pour eux, c'est extrêmement périlleux, puisqu'il y a beaucoup de liens entre Iraniens et Syriens, et ils ont peur que même si les Iraniens, pour l'instant, n'ont pas vraiment été touchés par la contagion arabe, étant donné qu'ils avaient déjà fait, peut-être à contre-temps de l'histoire, leur propre mouvement, ils ont peur que si la Syrie tombe là, par contre, ça risque d'entraîner les Iraniens. Et évidemment, les Iraniens ne laisseront pas faire. Un effet domino, si la Syrie tombe, l'Iran pourrait effectivement être fragilisé. C'est le pays le plus proche de... Le printemps perse, ce serait dans ce cas-là. on est loin d'en arriver là. En tout cas, le gouvernement iranien fera tout pour aider les Syriens. On voit qu'ils ont parlé de tous les autres mouvements dans le monde arabe. Ils en ont parlé abondamment dans la presse. Ils ont dit que c'était bien que le peuple se rebelle contre leurs dirigeants. Mais pour la Syrie, ça a été vraiment silence radio et on soutient le président syrien à 100%. 2 autres regards sur ce printemps arabe vu de l'Inde. Est-ce qu'il y a un engagement, une implication, une mobilisation, une attention de la population ? Écoutez, l'Inde est très présente dans tous les pays de Golfe. D'abord par les travailleurs et puis les Indiens entretient des relations extraordinairement cordiales avec pas mal des États de Golfe. Mais à part ça, je crois que l'imbroglio dans lequel on s'est mis à propos de la Libye va rendre les choses beaucoup plus difficiles vis-à-vis de la Syrie pour avoir une espèce de coalition ou avoir un accord au sein des Nations Unies pour faire quelque chose. Et Axel parlait du ministre indien qui était à Paris récemment. On lui avait posé la question à propos de la Libye, à propos de la Syrie. Et elle a dit, selon nous, par exemple, la question du respect de la territorialité et de la souveraineté, qui sont 2 bases fondatrices des Nations Unies, doivent être respectées. Donc, il faut quand même qu'on pense complètement à une stratégie, une vision pour comment on doit aider à ces changements à venir et avec l'impasse dans laquelle on se trouve en Libye, les gens comme la Russie, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine et d'autres pays émergents qui sont complètement contre aucune action de ce genre aux Nations Unies, ça leur donne eau à leur moulin. Un mot, Louis, de ce regard africain sur ce printemps arabe et notamment sur la Syrie, avant de voir des dessins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les pays africains ont l'impression d'avoir un 2 poids 2 mesures. Par rapport notamment à la Libye et à la Côte d'Ivoire, on se dit, si on arrive à trouver des résolutions rapidement au Conseil de sécurité pour intervenir en Libye, comme on l'a fait sur la Côte d'Ivoire, pourquoi ne peut-on pas trouver aussi rapidement une résolution pour la Syrie, où les mêmes causes ont produit les mêmes effets, mais n'ont pas permis d'avoir de résolution rapidement comme on l'a fait. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que l'Afrique a déjà vécu son printemps arabe, pour ainsi dire. C'était dans les années 90, avec le discours de La Baule, qui avait permis d'avoir une espèce de multipartisme. Et aujourd'hui, on est en train... La France qui soutenait contre une meilleure gouvernance et l'implantation de la démocratie. Oui. Non, c'est... Ton temps de parole est épuisé. Allez-y. Non, c'était pour dire, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les soulèvements populaires, même s'ils sont menés, on n'est pas certain d'obtenir très facilement les résultats. Du coup, les gens sont un peu timorés par rapport à ce qu'ils devraient faire. Est-ce que cela ne signifie pas simplement que quand on a le bon candidat en face, on le soutient et on va jusqu'au bout de la logique, et que quand c'est pas le bon, on se retient, on trouve le moyen de ne pas trouver de résolution pour ne pas y aller. Je vous montre 2 dessins ici, les 2 de Dilemme. Bachar el-Assad se dit prêt à écouter les manifestants. Quelles sont vos dernières volontés ? Demande-t-il depuis son char. C'est une façon en effet d'engager le dialogue. Et puis les Américains qui veulent en finir avec Kadhafi, selon le rite musulman. C'est une façon de voir les choses. Je voudrais que rapidement, on évoque un accord. Pour l'instant, ce n'est qu'un accord. Peut-être peut-il modifier la donne
au niveau du Proche-Orient. Il s'agit d'une réconciliation, de retrouvailles dans la famille palestinienne, puisque le Hamas et le Fatah, donc les deux branches historiques, le Hamas qui a gagné les élections à Gaza, alors que le Fatah, l'autorité, règne sur la Cisjordanie. Eh bien, vous voyez ici les deux chefs donc, de ces deux factions qui ont marqué leur réconciliation dans le cadre d'un processus de paix ou de négociation menée rapidement. Est-ce que c'est une nouvelle donne, Ziad? On a vu que les Israéliens n'étaient pas enchantés en disant c'est une mauvaise nouvelle pour la paix. C'est évidemment une nouvelle donne parce que les deux ennemis héréditaires sont en train de se rassembler et que c'est aussi la conclusion de ce qui se passe partout dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a une demande à l'intérieur de la Palestine, qu'elle soit islamiste, laïque, pas laïque, etc., de réconciliation et d'avancer vers l'État. Il y a l'échéance du mois de septembre dont tout le monde parle, et il y a surtout le silence absolument assourdissant d'Israël en termes de propositions concrètes, à part dire non à tout. Et on voit bien quand même que c'est un vrai problème. La Syrie bouge, l'Égypte bouge, Rafah va ouvrir. Tout ça est en train de bouger autour des Israéliens et eux n'ont pas de réponse précise sur le terrain de la négociation. Je vous montre quelques-unes de Al-Ayam, quotidien palestinien Abbas, donc le patron de l'autorité palestinienne. Nous tournons à jamais la page noire de la division. La presse turque qui nous dit Fatah-Hamas, un pacte historique de réconciliation. M'arrive en Israël partenaire, mais peut-être partenaire jusqu'où, c'est la question qui est posée. Le Los Angeles Times, le pacte palestinien devant de gros obstacles. Pour l'administration américaine, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'on voit que Tel Aviv ne modifie pas sa perception. Une bonne nouvelle. Ouais. Hillary Clinton, le secrétaire d'État, a dit tout de suite que nous sommes prêts d'engager et d'encourager la participation de la masse dans des discussions. Mais le test va venir le 20 mai quand Netanyahou va prononcer un discours devant le Congrès et le Congrès juif, et il va rencontrer Obama, et ça peut être un clash ou peut-être le début de quelque chose de plus positif vers le processus de paix. Absolument pas faire confiance à ce Netanyahou. On l'a déjà eu 2 fois comme Premier ministre. Il est le représentant de l'ultra-droite israélienne qui ne veut pas l'accord de base paix contre territoire. Et puis voilà. Oui, mais les derniers sondages en Israël, j'ai terminé, 2 sondages sont faits cette semaine en Israël qui montrent que 53% des Israéliens sont prêts de reconnaître l'État palestinien et 48% des Israéliens sont pour les concessions par Netanyahou. Un mot d'Alan? Oui, alors c'est un vrai espoir palestinien, un vrai cauchemar pour les Israéliens, parce qu'il a quand même fallu pas moins de 2 heures à Netanyahou pour dénoncer cet accord du Caire. Juste 2 points, c'est un accord qui est indispensable pour les Palestiniens aujourd'hui, pour les 2 factions, dans le sens où le Hamas est en perte de vitesse. Le soutien des Palestiniens aux attaques de roquettes contre les civils a chuté entre janvier 2009 et aujourd'hui. Il est passé de 62% à 44%. Et le soutien au Hamas est passé de le soutien au Hamas est de 11% contre 20% pour l'autorité palestinienne. Donc pour les 2 camps, pour le Hamas, il a un intérêt, et pour l'autorité palestinienne, elle a aussi un intérêt puisque Mahmoud Abbas ne compte pas se représenter et qu'il n'a pas pour l'instant d'alternative, puisque le Premier ministre n'est pas soutenu par le camp du Fatah, dont il n'est pas membre. Et le deuxième élément, mais je l'ai oublié puisque vous me dites de faire vite. Et non, pas du tout. C'est un lieu d'échange. Je ne censure pas, vous dites l'essentiel. Oui, non, le deuxième point sur lequel les Israéliens ne sont pas contents, c'est en matière de coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne, puisque le Hamas et l'autorité palestinienne avaient cessé toute collaboration en la matière depuis que le Hamas avait traqué les membres de l'autorité palestinienne en Syrie, justement. Et donc aujourd'hui, dans l'accord du Caire, il y a un article qui précise le retour de cette coopération sécuritaire, ce qui évidemment ne met pas Israël en joie, d'où la réaction israélienne. Merci Anan, je ne suis pas un tyran, j'essaie d'animer cette émission, même si vous avez tous, et notamment Ziad, beaucoup de choses à dire. Nous allons poursuivre, nous aurons naturellement... Pardon ? Historiquement, l'idée palestinienne, elle arrive à point maintenant, et on le verra au mois de septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis sûr qu'il y aura un vote extrêmement symbolique sur cette question. Eh bien, on vous réinvitera pour voir les suites de cet accord et les négociations avec le camp israélien. Pardon, avant septembre. Donc, vous réinviter. Vous venez quand vous voulez, il n'y a aucun problème, vous avez l'adresse. On va poursuivre avec C'était hier. On va parler de toute autre chose, de politique française, et notamment cette question, un an tout juste de l'élection présidentielle française, dans quel état
la gauche française se porte-t-elle? Double anniversaire pour cela, puisqu'il y a tout juste 75 ans, c'était la victoire du Front populaire en France en 1936. La gauche l'emportait pour la première fois. Elle allait connaître bien des déboires à la veille, à quelques années de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a également 30 ans tout juste, c'était le 10 mai, 10 mai 81, François Mitterrand remportait l'élection présidentielle. Retour tout d'abord sur cette victoire du Front populaire. Nous ferons un état des lieux de la gauche en France. Le 3 mai 1936, le second tour des élections législatives en France consacre la victoire de l'union de la gauche, le Front populaire. Le désistement mutuel et le bon report des voix ont permis aux socialistes, communistes et radicaux de transformer les résultats du premier tour en triomphe. La SFIO est majoritaire à l'Assemblée. Pour la première fois, un socialiste, Léon Blum, devient le chef du gouvernement. Depuis le début des années 30, la France est en crise. La remise en cause du régime parlementaire de la Troisième République culmine dans de violentes manifestations de l'extrême droite en février 1934. La menace fasciste conduit les socialistes et le Parti communiste à se rapprocher et à s'accorder sur l'unité d'action. Un an plus tard, l'alliance électorale élargie au Parti radical donne naissance au Front populaire. Dans une France polarisée à l'extrême, la gauche remporte les élections sur un programme modéré. La victoire électorale est suivie d'une vague de grèves et occupations d'usines dans une atmosphère de liesse populaire. Face à la généralisation du mouvement, le patronat signe sous l'égide du nouveau cabinet Blum les accords de Matignon, garantissant les conventions collectives, le droit syndical et une augmentation généralisée des salaires. De son côté, le gouvernement instaure les réformes spectaculaires de la semaine de 40 heures et des congés payés. Mais l'enthousiasme est de courte durée, les difficultés économiques et financières s'aggravent. Les violentes campagnes antisémites et anticommunistes de l'extrême droite augmentent la tension, tandis que la politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne déchire l'union de la gauche. En juin 1937, Léon Blum est contraint à démissionner. C'est déjà presque la fin du Front populaire. Voilà pour ces dates qui ont marqué ou qui marquent peut-être la gauche au pouvoir en France. On rappelle qu'il y a plus de 16 ans qu'aucun président de la République de gauche n'a été élu en France. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Donc tour de table. Puis je sais que vous écrivez beaucoup pour les différentes opinions publiques pour lesquelles vous travaillez sur cette réalité politique en France. Où en est-elle? Qu'avez-vous écrit récemment? Est-ce que du côté de l'Amérique, on s'intéresse un peu à ce qui se passe à Paris, où on s'habitue à Nicolas Sarkozy pour longtemps? Surtout, on écrit beaucoup sur la possibilité qu'on va avoir un président de l'extrême droite au deuxième tour. Marine Le Pen. Exactement, plutôt qu'une gauche, parce qu'il faut constater qu'à cette époque, en 36-37, en Europe et aux États-Unis, c'était plus ou moins la même politique de relance, de dépenses pour les grands projets d'infrastructure. Aux États-Unis, on se dit vraiment l'extrême droite pourrait gagner l'élection présidentielle. C'est un sujet qui est très... On ne se dit pas plutôt, c'est l'homme du Fonds monétaire international qui est actuellement aux États-Unis, Strauss-Kahn, qui pourrait l'emporter? Je ne sais pas. Bon. Mais ils connaissent bien l'extrême droite. Ouais. Ils en ont plein chez eux. Pardon? Ils en ont plein chez eux des gens d'extrême droite, donc c'est normal. Oui, c'est parti, c'est ça. Oui. À l'époque, ce serait une idée intéressante, géniale, si la gauche arrive au pouvoir avec un programme semblable à Léon Blum, avec un vrai problème, ça, je n'en sais rien. etc. Avec une politique d'Obama, il serait d'accord, parce qu'Obama aussi et Hans Strauss-Kahn et les socialistes en général sont sur la même longueur d'onde. Mais c'est frappant de voir qu'en 36-37, les États-Unis étaient dans la même situation. On avait 25% de chômage aux États-Unis à cette époque-là, et en 37, l'économie américaine a replongé dans la dépression et il fallut la guerre pour sortir de la crise. À un an de cette élection, je repose ma question, à un an de cette élection, aux États-Unis, on s'interroge sur la pérennité de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République française, où on se dit qu'il peut y avoir une alternance. On écrit là-dessus, on s'en fiche un peu? Si, on écrit pas mal, mais c'est surtout Marine Le Pen qui attire beaucoup d'attention dans les médias. Oui. En Afrique? Oui, le fait est qu'aujourd'hui, on est, depuis les années 89-90, où on a entendu la gauche sur l'Afrique, qui demandait notamment cette pluralité à la fois sur le plan politique et sur le plan social, on n'a plus de discours de la gauche sur l'Afrique. Que ce soit le Parti socialiste, le Parti communiste ou les radicaux, on n'entend plus beaucoup cette frange politique, la française, s'exprimer sur l'Afrique. Et ce qui est le plus déprimant, c'est qu'on n'a même plus, on a simplement un suivisme à la fois du PS, du PC et des autres partis de gauche sur l'Afrique, ce qui est très inquiétant. On sort d'une grande période de crise où on aurait pu entendre la gauche s'exprimer. Ce débat également qu'on a eu sur les quotas dans l'équipe de France, on n'a pratiquement
aucun son de cloche venant de la gauche. Et c'est ça qui est inquiétant. À l'intérieur d'un pays, mais il n'y a pas de regard international, comme souvent d'ailleurs, peut-être malheureusement, dans les élections nationales. Quoi. Et même quand on demande aux Africains qui est leur interlocuteur au niveau de la gauche, très peu de gens savent que c'est Cambadélis aujourd'hui qui s'occupe de la politique internationale de l'Afrique notamment. Bon, vu du Maroc, cette échéance, on s'intéresse beaucoup naturellement à la politique française au Maroc. Qu'est-ce que l'on perçoit? On a déjà un préféré. On sait qu'on parlait de Dominique Strauss-Kahn, qui a, je crois, un riad à Marrakech. Oh, il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. Ils étaient tous en vacances là-bas. Pardon, je retire ce que je viens de dire. Si tous ceux qui avaient un riad à Marrakech avaient leur chance, je pense que ce serait sanguinaire, cette bataille. Non, on suit, mais essentiellement parce qu'on suit de très près deux questions, la gestion de l'immigration et puis la question de la présence de l'islam. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment marqué des bons points. On a par exemple beaucoup commenté Lampedusa et ce qui s'est passé à Lampedusa. D'ailleurs, la dernière une du Courrier de l'Atlas est consacrée à ça. Parce que la première réaction de l'Europe, et avec en tête Sarkozy par rapport aux révolutions arabes, ça a été de poser la question de l'afflux des migrants venus notamment de Tunisie et de Libye. Donc c'est sur ces dossiers-là qu'on suit de près la politique française, même si on se passionne totalement pour les primaires socialistes. Il y a 5 ans, ça avait été suivi de manière extraordinaire depuis le Maroc. Je ne crois pas. Ah si, on suit de très très près tout ce qui se passe aux primaires socialistes, ont un peu de mal etc. à se passionner. Donc, on le suit de très près, mais encore une fois, pour terminer, comme Axel, on suit aussi de très près la montée du Front National et puis vraiment la radicalisation du discours sur certaines questions. Et on est un petit peu effectivement alarmé par le silence de la gauche ou le suivisme, comme tu le disais tout à l'heure, de la gauche sur ces questions-là. Alors, vu de Téhéran, cette échéance qui approche, elle l'intéresse. On aimerait battre que Sarkozy soit battu. Il y a un candidat. Pardon ? On aimerait que Sarkozy s'en aille. Ouais. Du côté de Téhéran, ils ne sont pas vraiment très très fans de notre président, du président français. Ah bon ? Non. Ils se disent qu'avec la gauche. Sur le plateau de ski et de kiosque, je vous remercie de nous l'avoir réservé. Mais ils se disent sûrement ils disent un peu qu'avec la gauche. Qu'avec la gauche, il y aurait moins de risques de soutenir les Américains et s'il y avait une éventuelle velléité d'attaque contre l'Iran, c'est sûr que ils se disent que si c'était la gauche au pouvoir, ce serait moins probable. Mais pour l'instant, ça n'intéresse pas énormément, à part sur cette question internationale de est-ce qu'on va nous attaquer ou pas. Donc à Téhéran, on croise les doigts pour un an en se disant qu'une alternance serait meilleure pour le régime de Téhéran. Est-ce que l'Inde a un regard particulier, engagé sur cette élection ? Est-ce que vous écrivez sur cette élection, ma chère Béjou ? Ah oui. Énormément, de Hindu d'ailleurs. Mon journal et mes papiers qui sont souvent ancrés sur les questions de la montée de racisme ou de l'immigration ou de cette sensation d'insécurité qui hante les Français actuellement. Et effectivement, la politique beaucoup plus à droite, partout, surtout dans la majorité, ça nous préoccupe. On regarde aussi de très près la suspension ou la menace de suspendre les accords de Schengen, etc. Ça, pour nous, c'est important. La relative fermeture, contrôle des frontières. Mais je décèle entre l'Inde et la France 3 tendances extraordinaires. 2 suffiront. Non, on a la fin de l'émission. Allez-y. C'est notre critique radicale de président Sarkozy, comme le président Sarkozy avec ses questions d'immigration, Marine Le Pen et tout le reste. La deuxième chose, c'est qu'entre l'Inde et la France, les accords politiques n'ont jamais été aussi bonnes. La relation est très bien, l'Inde fait partie des G20 et le Premier ministre et Sarkozy ont une entente exceptionnelle. Et troisièmement, l'Inde étant une de ces pays émergents avec de plus en plus de milliardaires et tout ça, on est plongé dans la culture de la célébrité et de pipolisation. Donc, Madame Carla Bruni fait les unes très souvent. Donc, il y a un étrange mélange dans notre regard vers la France. Merci pour cette réponse détaillée, ce qui fait que Ziad n'aura plus le temps de s'exprimer dans cette émission. C'est ça. Juste une seule chose. Je pense qu'on fait trop sur Sarkozy, pas Sarkozy, la gauche, pas la gauche. Je pense que c'est pas un événement central dans l'histoire du monde qui sera président de la France dans 1 an et demi. Je pense que les constantes françaises sont là. Par contre, on pourrait dire aux uns et aux autres de s'ouvrir vers leur sud, de s'ouvrir vers la nouvelle frontière, vers le Maghreb, vers les pays du bassin méditerranéen,
les aider, opportunités, développement, croissance. Même le pape l'a dit. Merci pour cette concision et on vous réinvitera également pour l'élection présidentielle française. Merci à vous de votre fidélité. Vous suivez le prolongement de cette émission sur le site de TV5 Monde et Kiosque et naturellement l'information on continue également sur les sites de la rédaction avec les blogs planétaires. Un petit kiosque photographie prise à Berlin, ici en Allemagne, à la gare avec cet endroit où l'on achète le pluralisme de la presse. Merci de votre fidélité. Pour ce qui est de cette émission, nous nous retrouverons ici même, si vous le voulez bien, dans tout juste une semaine.